Bonjour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mois-ci pour vous présenter donc une personne qui œuvre comme moi à aider les parents. Donc, je suis ravie de vous présenter donc Cindy Bouquemont, qui est auteure du livre Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait. Donc, merci Cindy d'avoir accepté mon invitation. Et Merci puis, à toi. avec plaisir. Et je vais te laisser un petit peu, justement, raconter ton histoire, ton parcours et pourquoi tu as eu envie d'aider les parents. Ok. Alors, moi, ça commence par la naissance de mon premier enfant, donc Aaron, en 2013, avec une grossesse vraiment parfaite, un bébé qui est né en bonne santé. Et quand il a eu 2 ans, on a eu envie d'agrandir la famille. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement d'un deuxième petit garçon. Tout se passait très bien, les examens étaient bons, les échographies aussi. Et puis arrive donc l'échographie du deuxième trimestre, la T2. Et le gynécologue me dit, pour commencer, il me dit je ne vois pas bien, le bébé est mal positionné, ce serait bien de revenir dans une semaine pour refaire un point, une échographie, parce que là, ça ne me permet pas d'avoir les bonnes données pour vraiment réaliser l'échographie correctement. Donc, j'y retourne. Et puis, il me dit, bon, cette fois, c'est bon. Il continue son examen. Et là, il me dit, je pense qu'il y a un problème sur votre enfant. Je crois qu'il a une hernie diaphragmatique. Donc, de là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis à 6 mois, à peu près 6 mois de grossesse. Donc, il me dit, il faut aller faire des examens plus poussés à l'hôpital. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais sachez que c'est une opération qui s'opère à la naissance, donc ne paniquez pas trop, c'est pas, peut-être pas forcément très grave. Donc, je vais à l'hôpital dans les jours qui suivent. Et je suis reçue par un gynécologue qui a un discours beaucoup plus alarmiste, qui me dit que la hernie diaphragmatique est très très importante, ce qui fait qu'en fait, le diaphragme n'est pas refermé complètement. Les organes de notre fils remontent en fait et s'écrasent contre les poumons. Donc ça peut être plus ou moins important selon la taille de la hernie, mais là c'était une très très grosse hernie, ce qui fait qu'il y avait quasiment pas de diaphragme. En fait, il y avait un gros trou qui laissait passer les organes et ce qui faisait que les poumons étaient complètement écrasés. Donc, à partir de là, elle me dit, bon, il y a plusieurs choses déjà. Est-ce que vous voulez faire une amniosynthèse? Parce qu'il y a aussi un retard de croissance. Le placenta n'est pas très beau. Il y a plusieurs problèmes. Donc, on pourrait penser à un problème génétique. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les analyses pour nous permettre de savoir s'il y a un problème génétique derrière? Donc là, on accepte de faire l'amniosynthèse. Et entre-temps, elle nous envoie chez un pneumopédiatre pour vérifier l'état des poumons Mhm. de notre fils, pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Et il nous annonce en fait très très mauvais diagnostic, c'est-à-dire que les poumons sont très très écrasés et le pronostic vital est engagé. Notre enfant a à peu près une chance sur deux de s'en sortir à la naissance. Parce que tant qu'il est dans mon ventre, en fait, tout se passe bien, mais à partir du moment où il naît, il lui faudra une assistance respiratoire, il faudra l'intuber Mhm. et ensuite, il faudra l'opérer dans les jours, une fois qu'il sera stabilisé. Sauf que pour le docteur, c'était un diagnostic assez pessimiste parce que les chances de survie après la naissance étaient très faibles. Il me disait une chance sur deux qu'ils s'en sortent pour être opérés. Donc, on prend encore un coup de massue, bien comme il faut. Les jours passent, et je passe mon amniosynthèse. Euh, et puis là, on m'annonce quand même 3-4 semaines de délai pour avoir les résultats, sachant que je suis à 6 mois et demi maintenant. Ouais. Donc l'attente est très très compliquée, c'est très très angoissant parce qu'on se demande vraiment si je pourrais mener ma grossesse jusqu'à terme. On se demande si notre fils va être handicapé, on ne sait pas, on est vraiment dans le flou. En attendant, je rencontre aussi un chirurgien qui
elle m'explique en fait l'opération qui sera faite à la naissance. Il me dit que c'est pas le plus compliqué en fait. Ce qui est compliqué, c'est de le stabiliser une fois qu'il est né, mais une fois stabilisé, l'opération n'est pas vraiment très très lourde. Il faut entre guillemets juste refermer le trou, remettre les organes. En gros, voilà, c'est pas hyper compliqué. Ce qui nous inquiète plus, en fait, c'est tout le reste. C'est ses poumons, c'est son retard de croissance, et on n'a pas encore les résultats de la myosynthèse. Donc, on est toujours très inquiet. J'ai une partie des résultats 3 semaines plus tard qui nous dit qu'il n'y a pas de trisomie 21, qu'il n'y a pas de trisomie 15 et qu'il n'y a pas de trisomie 18. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ça ne suffit pas. On attend toujours la suite des résultats. Et une semaine plus tard, donc là je suis à presque 7 mois et demi du coup de grossesse, on me demande de venir à l'hôpital et que je vienne pas seule. Donc je me doute bien qu'il y a un gros problème, sinon on m'aurait dit par téléphone comme pour les premiers résultats. Du coup, on vient tous les trois avec notre fils qui a donc du coup 3 ans. Et là, on s'attend forcément à une mauvaise nouvelle. Effectivement, elle ne tarde pas à tomber. On nous annonce que Maë, notre fils, a une trisomie 9 en mosaïque. Donc, c'est une anomalie génétique très, très rare. Ils ont recensé à peu près 30 cas dans le monde entier. Donc, pour dire qu'effectivement, ils n'ont pas du tout l'habitude de voir ce genre de pathologie. Ils peuvent, par contre, quand même expliquer ce dont il sera atteint. Donc, un handicap moteur, physique, mental, avec beaucoup de problèmes par la suite, donc cardiaque, problème donc pulmonaire en plus de son hernie diaphragmatique qu'il faudra opérer. Donc avec un diagnostic très très pessimiste, une espérance de vie très courte. Et voilà, donc on nous lâche ça et on nous demande ce qu'on veut faire. Donc on savait, de toute façon, on en avait déjà discuté avec mon conjoint que si notre enfant avait un lourd handicap, on ne voulait pas lui offrir cette vie, on préférait souffrir à sa place et ne pas lui infliger cette vie. Donc notre décision, de toute façon, elle était quand même déjà prise en sachant que si le handicap était trop important, on prendrait le choix de l'IMG. Donc à partir de là, donc le choix de l'IMG est pris aussi avec les conseils de l'équipe médicale. Et puis, quand c'est comme ça, il y a une commission qui se met en place pour donner, entre guillemets, l'accord, même si l'accord, il était déjà donné de base, puisque les handicaps étaient très lourds. Et puis, en plus, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas sur Maë. Il y avait la hernie à opérer, plus la trisomie, ce qui faisait déjà beaucoup pour un bébé. Donc, les résultats sont tombés à peu près 7 jours après. Et j'ai subi une IMG donc le 18 mai 2000, pardon, le 18 mai 2016. Je suis rentrée à l'hôpital la veille et donc mon fils est né sans vie le lendemain. Voilà, donc après, bon, forcément hyper compliqué, le retour à la maison, c'est difficile pour nous, pour l'entourage, pour notre garçon qui a 3 ans qui comprend pas. Et puis j'étais très avancée dans la grossesse, donc on s'est déjà beaucoup projeté. Donc voilà. Donc ça c'était pour Maë. Donc c'est notre histoire voilà, on a eu donc nos 2 garçons. Après ça, les mois ont passé, forcément compliqués. Parce qu'il y a aussi la culpabilité qui est derrière, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est un choix hyper compliqué pour les parents. C'est le choix qu'on ne devrait jamais avoir à se poser en tant que parent. Mais donc voilà, après, il faut avancer avec. On n'a pas le choix de toute façon. Et puis, on se dit qu'on veut, voilà, qu'on veut se battre, qu'on veut continuer le combat et que pour nos garçons, on veut continuer notre vie de famille et on choisit de les rendre grands frères. Donc, 8 mois après la naissance de Maë, je tombe enceinte. Et c'est forcément l'angoisse qui commence direct, hein, ça monte en flèche. Donc, je sais que je suis enceinte et que je vais devoir passer une amniosynthèse pour écarter tous les risques de problèmes génétiques qu'on avait eu sur notre enfant. Même si d'après les médecins, il y avait très peu de chances que ça se reproduise, on conseille quand même de faire une amniosynthèse pour nous rassurer aussi. Donc, je suis à 4 mois de grossesse quand je passe l'amniosynthèse et j'attends encore à peu près 3 semaines pour avoir les résultats.
Et là, on apprend que c'est une petite fille et qui est en parfaite santé. Donc voilà, on peut souffler, on commence à se rendre compte un petit peu que tout va bien, on commence à se réjouir, ce qui n'est pas forcément évident, mais voilà, on commence à profiter un petit peu de la grossesse. Donc la suite se passe plutôt bien, forcément un peu de stress malgré les résultats d'amniocystose qui étaient bons. C'est quand même compliqué après un deuil périnatal, la grossesse suivante est quand même hyper lourde. Mm. Donc, donc voilà, j'essaye tant bien que mal de profiter, on va dire, de ma grossesse. Et puis, j'ai un bon suivi aussi. Je change de clinique parce que je voulais pas revivre aussi, enfin, des mauvais souvenirs aussi à l'hôpital KMG forcément. Et puis, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Donc, je change de médecin, je change de clinique. Et je tombe sur une gynécologue qui est quand même assez à l'écoute, même très à l'écoute. Et je me sens quand même assez rassurée avec Ouais. cette prise en charge. Donc ma grossesse se poursuit bien, je suis en fin de grossesse, donc la chambre est prête, on a le prénom, donc on choisit le prénom Théa pour notre fille. Et puis notre fils donc est au courant forcément maintenant, parce que je suis en toute fin de grossesse, je suis presque à terme, parce que je suis à 8 mois et demi à peu près. Mhm. Notre fille va parfaitement bien, elle bouge très bien, le cosier est dans la voiture, voilà. On sait que je vais être déclenchée parce que pour raison d'organisation, par rapport au métier de mon conjoint, et puis par rapport au stress aussi que j'ai, le docteur est d'accord pour me déclencher. Oui. Donc du coup, elle me propose une date entre le lundi et le vendredi. Donc, je suis en toute fin de grossesse. Je suis à peu près, je suis à 37 semaines précisément. Mhm. Donc, elle me dit entre le lundi et le vendredi, c'est comme vous voulez. Donc, je dis, bah, on va faire le vendredi. Comme ça, après, il y a le week-end, etc. C'est pratique pour les amis, pour la famille, pour venir voir le bébé. Enfin, bref, c'est vraiment top de pouvoir programmer la rencontre de son enfant. Donc, le lundi soir, je vais me coucher. La valise est prête. Il me reste que quelques jours pour rencontrer mon bébé. Et puis le mardi matin, je sens pas ma fille bouger au réveil, ce qui est pas du tout habituel parce que c'était une petite fille qui était très très dynamique tout le temps, toute la journée. Et bon, j'essaie de pas trop m'inquiéter. On me dit souvent aux femmes enceintes que c'est normal que les bébés bougent moins en fin de grossesse. Donc je me dis que voilà, elle a envie de dormir, qu'il faut que je la laisse tranquille. Et puis j'emmène mon grand à l'école. Mais je suis vraiment pas tranquille, je sens qu'il se passe quelque chose. Donc je vais m'allonger à la sortie de l'école et puis je prends un grand verre d'eau fraîche, comme on dit que ça peut réveiller les bébés. Je lui fais écouter de la musique, mais tout ce que je sens quand je touche mon ventre, c'est son pied inerte qui bouge pas. Donc là, je me dis effectivement, vraiment, il se passe quelque chose. Donc je décide de pas prévenir mon conjoint parce que je me dis, je vais pas l'inquiéter si jamais tout va bien. J'appelle la clinique et ils me disent de venir faire un monitoring, mais de pas m'inquiéter que ça arrive, etc. Bon, ils s'attendent vraiment à trouver une femme enceinte qui est juste inquiète. Donc j'y vais. J'espère du fond du cœur de m'être trompée, d'avoir un mauvais pressentiment, mais que tout va bien. Et quand j'arrive à la clinique, la sage-femme ne trouve pas le pouls de ma fille au monitoring. Donc elle me dit, bon ben, on va passer une échographie. Et puis à partir de là, à l'échographie, elle me dit bon, il y a un battement cardiaque très faible, donc j'appelle le gynécologue. Donc j'ai ma gynéco qui arrive en courant. Je vois bien qu'il y a une situation d'urgence qui est vraiment c'est très très inquiétant. Et là elle me dit en fait non, je suis désolée, mais il n'y a plus de battement cardiaque, c'est terminé. Le cœur de votre fille ne bat plus. Et là je comprends que pour la deuxième fois on va perdre notre enfant en toute fin de grossesse. Et c'est juste insurmontable, c'est terrible ce qui se passe parce que je comprends pas en fait comment je peux perdre ma fille alors qu'elle allait très bien la veille et d'un seul coup il n'y a plus rien, il n'y a plus de cœur et que je vais devoir accoucher d'un enfant mort encore une fois. Donc ça c'est vraiment l'horreur absolue quoi. Donc je préviens tout le monde, j'envoie des messages aux amis, à la famille, j'appelle mon conjoint pour lui dire de venir tout de suite. Et puis voilà, le protocole s'enchaîne à nouveau, on me donne des cachets, on me met dans une chambre, etc. Et puis donc le soir, j'ai ma gynécologue qui vient, elle me dit bon écoutez, on a revu toutes les échographies avec mes confrères, on comprend pas, tout est normal, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui s'est passé pour votre fille.
Donc, elle me demande si on souhaite faire une autopsie. Et je dis, bah, on va attendre la naissance qui était prévue demain, du coup. Je dis, on va attendre demain, savoir si vous avez des éléments qui peuvent vous faire comprendre son décès. Et donc, le lendemain, Théa, elle naît en silence. Un petit bébé de 2,7 kg, donc pas si petit gabarit que ça par rapport à ce qu'on l'estimait, qui est parfaite. Théa, elle naît en silence, et puis le gynécologue se rend compte que le cordon ombilical était complètement serré dans ses pieds, à tel point qu'ils en étaient bleus. Donc, à tel point que ça lui faisait des marques sur les pieds qu'ils étaient bleus. Donc, la gynécologue suppose en fait que la cause du décès est due au cordon ombilical, mais elle me propose quand même l'autopsie parce qu'effectivement, pour ne pas passer à côté d'autre chose, parce que c'est qu'une supposition. Donc là, je préfère savoir et effectivement demander l'autopsie pour ne pas avoir à me poser des questions toute ma vie en fait sur ce qui a causé le décès de ma fille. Donc voilà, on rentre à la maison sans bébé, avec le cosy vide dans la voiture. Donc c'est atroce. C'est la deuxième fois qu'on perd un enfant en 1 an et demi de temps. De là, je sais ce qui m'attend quand je vais rentrer chez moi. Je vais devoir aussi parler à mon fils parce que sa petite sœur, forcément, il l'attendait. Et il comprend plus rien à ce qui se passe parce que ça fait quand même 2 fois qu'on lui fait le coup, quelque part. Donc, les mois qui ont suivi, ça a été forcément très, très compliqué à vivre. Je suis pas du tout en état de reprendre le travail. De toute façon, j'ai mon congé maternité qui suit. Et je suis suivie par une psychiatre qui me met en arrêt de travail, parce que retourner au travail après un double deuil périnatal, c'est quand même hyper lourd. Et puis voilà, donc on fait en sorte d'aller bien pour notre garçon, parce qu'on ne peut pas le laisser tomber. Donc il faut s'accrocher, il faut aller de l'avant et il faut continuer malgré tout cette vie qui est de plus en plus compliquée. Et puis on prend quand même la décision de retenter une grossesse. Donc on se dit que on peut pas on peut pas rester comme ça. On veut agrandir notre famille et on choisit de devenir parent pour la 4e fois. Et je tombe enceinte à nouveau d'une petite fille. Donc à la fois, c'est encore une amniosynthèse et c'est une grossesse 3 fois pire que la précédente, parce que pour le coup, j'ai vécu une IMG, donc avec un problème génétique, et ensuite j'ai vécu une mort fétale in utero à terme. Donc on sait très bien que tout peut basculer du jour au lendemain. Je serai plus jamais sereine et je vivrai plus jamais ma grossesse comme les autres femmes. Donc ça, c'est aussi quelque part, dans ma tête, c'est sûr et certain que ça allait être une grossesse un peu atroce psychologiquement. Donc, une fois que la myosynthèse est passée, qu'on sait que le bébé est en bonne santé, ça me rassure finalement pas, parce que je sais que ça va être long jusqu'à la naissance. Je refuse tout cadeau de naissance, je fais pas de liste, je fais pas de chambre, je veux pas du tout me projeter en fait, par peur de m'attacher à un bébé qui pourrait mourir quelque part. Donc voilà, je passe 8 mois, parce que j'ai été déclenchée à 8 mois. Je passe 8 mois complètement atroces. Tous les matins, je pense que ma fille est morte. Donc je vous laisse imaginer un peu l'ambiance un petit peu dans ma tête, puis dans la tête de mon conjoint, parce que c'était pas non plus facile pour lui, forcément. Mon fils, lui, je vais même pas lui dire. J'ai envie de lui dire qu'à la naissance, ce qui est forcément pas possible. Mais j'ai dû lui dire à peu près à 5 mois de grossesse, quand ça commence à se voir vraiment. Les autres ne sont quasiment pas au courant. J'ai évité de le dire au maximum. Et puis, donc, il faut quand même, faut quand même avancer dans la grossesse. J'ai gardé la même gynécologue parce que je me sentais en confiance, et puis qu'il n'y a pas eu d'erreur médicale pour Théa, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais changer de médecin. Mais même si elle m'a demandé si je voulais, parce que elle comprenait aussi que c'était compliqué pour moi. Elle m'a demandé si je voulais aussi changer de clinique, mais j'avais quasiment fait toutes les cliniques de la région, donc je pense que voilà, c'était pas une question d'hôpital finalement. Et puis donc là, elle me dit que généralement, quand c'est une mort fétale in utero comme ça, on propose de déclencher les femmes un petit peu avant, ou 1 mois avant, pour celles vraiment qui veulent, par question déjà de stress, parce que forcément, moi, je ne dormais plus à partir du 6e mois. Je pense que j'ai pas passé une nuit complète jusqu'à la fin. Donc,
voilà, pour que les femmes ne stressent pas trop, le moins possible, on va dire, flanchement qui est prévu. Et moi, effectivement, je l'ai demandé le plus tôt possible parce que je ne supportais absolument pas l'état dans lequel je me trouvais. J'étais un vrai, enfin, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'en pouvais plus, j'étais beaucoup trop angoissée. Donc, on a prévu de me déclencher à 8 mois et pas un jour de plus. Donc, le 9 novembre 2018, je suis rentrée à la clinique et Maïane est née le 10 novembre en parfaite santé. Donc, c'est assez incroyable quand on donne naissance à un bébé en pleine forme après avoir vécu 2 décès. C'est plus le côté. Enfin, c'est même pas l'émotion, c'est la surprise finalement. Presque, voilà, c'est presque trop beau d'avoir un bébé vivant et en bonne santé pour le coup. Donc, du mal à réaliser. Et puis, à chaque fois qu'un médecin passe, on s'imagine qu'on va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, c'est difficile à se dire finalement tout s'est bien passé pour cette fois-ci. Il a fallu vraiment du temps. Et finalement, tout allait bien. Donc, Maïane est née vraiment, c'était un petit bébé, mais elle était en pleine forme. Elle a fait une nuit de couveuse seulement. Et ensuite, on a pu rentrer à la maison. Et puis, voilà, donc on a présenté Maïane à son grand frère Aaron. Et voilà, en résumé, on va dire mon histoire. Oui, et justement, donc, tout ce que tu as vécu, hein, vraiment ces deuils il y a eu un premier deuil, puis un deuxième deuil qui a réactivé aussi ce qui se passait au niveau du premier deuil, hein. Souvent, on parle de réactivation des deuils qui sont en cours, hein, donc il y a des choses qui se réactivent. Et, et donc, de ton histoire, donc tu as écrit un livre, en fait, qui raconte justement ton histoire. Alors moi, ça m'a beaucoup parlé, ton livre. Alors, je vais te laisser après en parler, mais je vais te dire, moi, mon ressenti quand je l'ai lu. Donc moi, j'ai perdu également mon fils qui est né sans vie suite à une interruption médicale de grossesse parce qu'il était atteint d'un virus qui c'était le cytomégalovirus, donc voilà. Et donc, il était gravement atteint. Et en fait, quand j'ai lu ton livre, ça a fait écho à ce que j'ai vécu moi. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis reconnue dans ce que tu disais. Je me suis reconnue dans ce que tu vivais. Et toutes les émotions rattachées à ce qu'on vit en fait quand on perd un enfant, vraiment j'avais cette sensation de me replonger dedans. Alors ça me permet d'aider les personnes, de se dire bah oui, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, et il y a ça qui est hyper important. Donc toi, comment ça a démarré en fait le fait que tu aies voulu écrire un livre? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, après le décès de Théa, j'avais besoin de savoir s'il y avait une vie après ces deuils, si on pouvait encore vivre, si on pouvait encore sourire, si on pouvait encore s'amuser et si on pouvait encore survivre, on va dire. Et du coup, j'ai lu beaucoup de témoignages de parents qui ont perdu un enfant, pas forcément sur le deuil périnatal, mais sur tout type de deuil d'enfant. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien de voir qu'effectivement, on arrivait à s'en sortir, on arrivait à vivre après. Et quand Maïane est née, je me suis dit, il faut que je partage aussi mon expérience. Je pense que ça peut aider les autres de savoir qu'il y a de l'espoir, même après avoir perdu 2 enfants successivement, de voir qu'on peut encore avoir des moments de joie dans la vie et que on peut se relever. Ça me tenait à cœur de partager cette histoire. Donc au début, j'ai commencé à répondre sur les forums et puis sur les groupes de deuil sur Internet. Et je voyais qu'on était tellement nombreuses à vivre un deuil périnatal que je me suis dit que j'arrivais pas à apporter de l'aide suffisamment. J'arrivais pas à répondre à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup trop de messages tous les jours qui arrivaient. Et du coup, ça ne restait pas, c'est Internet. Donc voilà, c'est virtuel, ça passe vite, il y a passé à autre chose, etc. Les messages ne restent pas. Donc je me suis dit que la seule solution pour que les gens puissent lire mon histoire et y trouver du réconfort et du soutien, finalement, il n'y a rien de mieux qu'un livre, ça se partage, ça reste dans le temps. Et puis aussi, ça servira pour mes enfants quand ils seront grands. Ça peut servir aussi aux proches
des parents, parce que eux, c'est pareil, on leur a pas donné le mode d'emploi pour savoir comment aider les parents endeuillés, donc ils savent pas, ils sont maladroits. Certains voudraient aider, ils sont juste démunis. Donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que ça valait le coup quand même d'écrire, et puis après on verrait bien comment ça se passerait plus tard. Mais en tout cas, oui, la première la première raison pour laquelle j'ai voulu écrire, c'est vraiment pour que les autres parents ils se sentent moins seuls déjà. Ils savent qu'il y a d'autres gens qui le vivent malheureusement, mais qu'ils y trouvent vraiment du réconfort et de l'espoir. C'était mon but en fait en témoignant. Oui, et c'est vrai que c'est ça qui ressort énormément, hein, c'est cet espoir que, bah oui, parce que tu parles d'un groupe d'amis Mm. où vous êtes tout ensemble et qu'il y a ce bébé qui arrive en pleine santé pour les unes et les Ouais. autres. Et ça, c'est justement un message fort d'espoir pour tous ceux qui vivent ça et qui Mm. disent, bah voilà, il y a de la lumière. Hein, souvent, moi, je dis avec mes clientes, c'est un chemin, mais au bout de ce chemin, il y a la lumière, il y a un avenir plus lumineux, justement Ouais. Mm. pour, C'est ça. En fait, moi aussi, j'avais besoin de me raccrocher à cet espoir-là quand mes enfants sont décédés, avant que je tombe enceinte de Mayanne. Et j'avais besoin de savoir que les femmes donnaient encore la vie après avoir donné la mort. C'était très, très symbolique de savoir ça. Mais ça nous raccroche aussi quelque part à la vie, de savoir qu'après, effectivement, on peut avoir des enfants en bonne santé, parce que ça devient improbable quand on perd des enfants à la suite. C'est difficile d'y croire. Et en lisant le témoignage des autres, moi, ça me faisait du bien. Donc, je me suis dit, quand mon bébé arc-en-ciel est né, je me suis dit, je peux certainement faire du bien aussi aux autres femmes qui sont en train de le vivre. C'était la raison aussi pour laquelle j'ai voulu écrire. Et justement, est-ce que tu as des témoignages de personnes qui ont lu ton livre et qui t'ont touché particulièrement? J'en ai plein parce que je reçois plein de messages et rien de savoir rien le fait de savoir que ça a pu aider une famille, ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Des fois, j'ai des messages aussi des sœurs ou des frères, des parents, donc qui me disent juste merci de m'avoir aidé à les comprendre. Donc ça, c'est super chouette aussi. Et puis de pouvoir trouver les bons mots et faire attention aussi à ce qu'on dit, parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais quand on ne le vit pas, le deuil périnatal, on peut vraiment avoir des mots très, très violents et très blessants. Donc, on vient souvent me demander des conseils, même sans avoir lu le livre, mais en disant, voilà, mon amie, ma fille, ma sœur est en train de vivre un deuil périnatal, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire? Donc ça, pour moi, ça me fait plaisir de pouvoir les aider, parce que du coup, c'est vrai qu'ils sont complètement, ils savent pas du tout comment s'y prendre, et voilà, ça c'est vraiment chouette. Et sinon, il y a aussi les soignants. Je me suis rendu compte que tout ce qui était sage-femme, puéricultrice, etc. Le livre pouvait les aider en fait à apporter un meilleur accompagnement. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'offrir l'e-book en fait aux professionnels qui le souhaitaient. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de demandes, surtout de sages-femmes. J'ai déjà envoyé, je sais pas, entre 1500 et 1800 mails, je pense, dans ces eaux-là en 3-4 mois. Et les retours des soignants aussi, ça fait vraiment plaisir parce que elles peuvent se mettre à notre place et du coup adapter leur prise en charge et aussi apporter des choses nouvelles, parce que c'est vrai qu'elles manquent vraiment de formation. J'entends beaucoup aussi le fait qu'elles n'ont pas du tout de formation pour le deuil périnatal, alors qu'elles le rencontrent quasiment tout le temps. Enfin, pas tous les jours, mais on va dire toutes les semaines, il y a un deuil dans leur maternité, dans leur hôpital. Et elles devraient vraiment avoir des formations pour qu'elles soient aidées à prendre en charge les parents deuillés. C'est quand même très particulier comme deuil. Et effectivement, c'est un peu pas comme les proches, mais il y a des choses à dire, à pas dire. Et le fait que certaines sages-femmes m'aient remercié du fait d'avoir pu effectivement trouver de l'aide dans mon témoignage et de pouvoir apporter
d'autres choses qu'elle ne connaissait pas. Je ne sais pas, faire prendre un bain au bébé, les photos de souvenance, insister parfois quand les parents ne veulent pas voir leur enfant parce que on sait quand même que c'est quelque chose qu'on regrette souvent. Donc, il y a plein de petites choses en fait qui leur permet maintenant d'aborder aussi plus facilement et plus sereinement, on va dire, pour accompagner un couple qui est en deuil. C'est hyper compliqué pour eux, ça c'est clair. Mais en tout cas, quand on me dit qu'ils se sentent plus à l'aise maintenant pour une prise en charge, ça me fait vraiment plaisir aussi. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important justement d'accompagner les parents quand ils vivent ça, mais même après, souvent, il y a cette difficulté d'être soutenu au retour à la maison et de se retrouver seuls, sans leur bébé, avec leur souffrance. Donc c'est vrai que c'est important aussi qu'il y ait aussi des aides, hein, pour les accompagner justement dans tout ce chemin qui est en train qui se lance en fait suite à la décès de leur bébé. Je voudrais reparler juste du deuil périnatal qui est encore aujourd'hui en fait un sujet tabou. Est-ce que tu te sens investi d'une mission? Est-ce que pour toi d'avoir fait ce livre, ça fait partie justement que ça ne soit plus tabou, ce sujet? Bah, moi, j'aimerais bien, s'il y avait une mission, c'est qu'on puisse parler librement du deuil périnatal et des enfants décédés, parce que quand je vois, rien qu'en séance dédicace, je croise par hasard une dame âgée qui, quand elle lit le résumé du livre, a les larmes qui lui montent tout de suite aux yeux et qui me confie avoir perdu un fils il y a 50 ans. C'était une dame de 80 ans dans ces eaux-là. Et elle me dit, j'ai jamais pu en parler. C'est la première fois que j'en parle. À moi, une inconnue qu'elle a jamais vue et qu'elle croise dans un magasin. Donc, rien que pour ça, ouais, si j'avais une mission, ce serait ça, qu'on puisse en parler librement, que ce soit plus tabou, qu'on puisse parler de nos enfants, qu'on puisse évoquer leur prénom, leur histoire, que les gens fassent pas comme si c'était rien passé. Tout ça, je pense que c'est hyper important pour que les parents puissent avancer et vivre leur deuil, entre guillemets, le plus facilement possible, parce que si tout le monde se tait, c'est sûr que ça n'avance à rien. Alors à l'époque, c'était encore pire que maintenant. Aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais à l'époque, j'ai entendu des choses horribles. Ah oui. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai des dames qui me disaient que leur mari retrouvait leur bébé dans une poubelle de Dans une l'hôpital. poubelle. Oui, Ce genre de choses. tout à fait. Les médecins étaient vraiment parfois très, très malveillants. J'ai pas mal d'exemples aussi là-dessus. Aujourd'hui, on a aussi des sacrés exemples, mais j'ai quand même l'impression qu'on fait des efforts, que Oui, voilà, ça évolue. ça évolue heureusement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que l'exemple de cette mamie-là qui pleure en parlant de son fils décédé il y a 50 ans, c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas, pour notre génération, faut pas que ça arrive. Faut pas que ce soit tué à un point que les fans se détruisent dans le silence. Je pense que, donc voilà, si je pouvais juste apporter cette aide-là, ce serait déjà très chouette, quoi. Très bien. Bah, merci en tout cas. Pour conclure, est-ce que tu auras un message à transmettre aux parents? Bah, c'est difficile, faut juste jamais baisser les bras, faut garder espoir, faut y croire. Et la vie, elle réserve aussi des belles surprises. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, Cindy. Merci d'être venue et de nous avoir partagé ton histoire. Et donc, je rappelle, donc, tu as écrit le livre Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait. Donc, je vais mettre tous les liens avec cette vidéo où vous pouvez aller directement chercher justement son livre. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve prochainement.